venu pour parler d'un personnage qui n'est pas très connu comme d'autres d'ailleurs, parce que quand on gratte dans cette période, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnages qui sont dans l'ombre, qui n'apparaissent jamais, qui n'ont pas été forcément médiatisés, et qui ont une action quand même assez importante. Alors, juste une précision au propos liminaire, je ne suis pas historien, je n'étais pas historien avant d'écrire, après l'écriture je ne suis toujours pas historien, mais simplement passionné par cette période de notre histoire. Et à l'intérieur de cette période-là, il y a un thème qui est un petit peu sensible, qui est particulier, c'est la relation de la police sous Vichy, la relation avec l'occupant. Et donc, je me suis intéressé à cette période au travers d'un ouvrage. Venez là, il y a juste 2 places. Oui. 2. Je laisse vous installer. Faites-vous décaler. Donc j'avais lu un ouvrage intitulé, vous le connaissez peut-être, Les policiers français sous Vichy. C'est un ouvrage qui a été rédigé par le professeur émérite Jean-Marc Vernière. Donc il abordait les cas particuliers, effectivement, au sortir de la guerre, de tous ces policiers qui ont eu à rendre des comptes devant les différentes commissions d'épuration. Et parmi tous ces cas, il y en a un qui retient mon attention. Alors d'abord parce qu'il était né à Villeurbanne, donc c'est notre région, et surtout parce qu'il était l'ami intime de Jean Moulin. Donc il n'y avait pas beaucoup, il y avait 2 ou 3 pages seulement consacrées à cette personne. Et j'ai voulu aller voir dans les autres ouvrages, c'est-à-dire l'ouvrage de Lucie Aubrac, Ils partiront dans l'ivresse, les ouvrages de Daniel Cordier, bien sûr. Hein. Il y a aussi les mémoires du colonel Passy, il y a aussi l'affaire Jean Moulin, trahison, complot, de Jacques Gelin. Et j'avais remarqué qu'il était cité, effectivement, ce monsieur Porte, Charles Porte, mais sans approfondir, tout simplement parce que ce n'était pas le thème de l'ouvrage. Donc je l'ai fait, et puis je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'issue de toutes mes recherches, je n'ai pas été déçu parce qu'effectivement, c'est un personnage qui a quand même compté pour Jean Moulin. Donc, Charles Porte, pour bien comprendre aussi ce qui a été ses décisions, son comportement, ses prises de position et tout, j'ai dit je vais m'intéresser quand même à sa naissance, comment il a grandi, comment il s'est forgé, et il y a effectivement des éléments qui à l'issue éclairent. Donc je vais très brièvement balayer l'origine familiale de Porte. Il est issu d'un milieu ouvrier. Son père a quitté Étoile-sur-Rhône, qui est dans la Loire, dans la Drôme, pardon, pour monter sur Lyon. On est au début du XXe siècle, donc la région, le bassin lyonnais est quand même riche, il se développe, c'est un bassin industriel, et il y a une grosse main-d'œuvre qui arrive sur notre région, et lui, il suit le mouvement. Il va vivre en concubinage avec une dame Delphine Calment. Alors pourquoi en concubinage? Parce que quand ils s'installent ensemble, il n'est toujours pas divorcé. Ça n'empêche qu'à Villeurbanne naissent Charles Porte et son frère Émile, et qui sont reconnus par la légitimation du mariage donc, des parents. La famille déménage sur Marseille, parce que la dame elle est originaire d'Istres, et il s'installe à Marseille, et c'est là où Charles Porte va grandir et va évoluer. Alors, son enfance, c'est un petit peu du Zola, parce qu'il va perdre son père, il a 13 ans. Sa mère, elle se remarie avec un sieur Léno, avec qui il ne s'entend pas du tout. C'est le beau-père, mais il ne s'entend pas du tout. Ensuite, la situation financière est très précaire, donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a besoin d'autonomie, et souvent on le retrouve sur le Vieux-Port, en train de rêver mer, large, bateau. C'est la raison pour laquelle, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il s'embarque dans la marine marchande, et il va voguer sur mers et océans pendant 3 années. Quand il revient, il fait des petits boulots jusqu'à son service militaire. Pendant 2 ans, donc, il est
il est dans la marine, et quand il revient, pareil, il va trouver des petits boulots, notamment chez son oncle. Et la révélation, c'est quand il voit que la police marseillaise recrute des agents de police. Alors, je dis agents de police parce que le terme officiel du gardien de la paix va apparaître pendant justement cette période d'occupation. Il passe le concours, un concours qui était difficile. Hein. Il ne s'obtenait pas comme ça, mais c'est un bosseur, et il avait pris des cours de droit. Donc ça l'a aussi aidé, il s'est forgé. Il réussit le concours, et le concours en poche, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Il avait repéré à côté une petite jeune fille, et il l'épouse. Ce faisant, l'appétit venant en mangeant, il a des bonnes notes quand même. C'est un gars qui a le sens des affaires policières. Il passe le concours d'inspecteur, il le réussit. Là, il commence à un peu dépenser son argent. Madame Porte n'aime pas tellement ça, mais elle le soutient quand il déclare son intention de passer le concours de commissaire. Il le réussit. Donc là, je vais vous passer son début de carrière parce que c'est pas significatif. Mais il rencontre quand même Percotte, par exemple, et il va avoir ses premières connaissances dans le milieu ministériel, mais très, très, très léger. 1939, on y arrive. Là, il y a un poste qui se libère à Chartres. Il le prend, il est nommé, et qui l'installe dans ses fonctions, c'est Jean Moulin. Jean Moulin est arrivé très peu de temps avant, 4 mois avant, et dès le début, il y a quand même une relation qui s'instaure, qui s'installe. C'est peut-être leurs origines méridionales à tous les deux, mais il y a le film qui passe. La guerre se déclenche et Porte, une des premières mesures qu'il prend au sein de son service, c'est de monter un service du contrôle des prix. Alors, c'est peut-être pas significatif comme ça, mais c'est important, parce qu'on va avoir, pendant toute cette période de la guerre, une législation concernant le milieu économique qui va être inflationniste. Il va y avoir une multitude de textes. Et lui, dans son commissariat, il monte ce service. Pourquoi? 2 objectifs. Le premier, c'est qu'il tenait à ce qu'il n'y ait pas de passe-droit, tout le monde est à égalité, tout le monde a accès aux mêmes choses. Et deuxièmement, il voulait exagérer il voulait cesser d'avoir affaire à une inflation de prix, et il a réussi à faire, c'est symbolique peut-être, mais le prix du lait a baissé de 20 centimes, grâce à lui. Donc, vous voyez déjà, c'est ce que je dis, il a quand même cet esprit, il sait d'où il vient, donc il progresse avec sa construction à lui. La guerre se déclare, il y a le pacte germano-soviétique. Alors, est-ce que c'est le révélateur d'un anticommunisme qu'il a avoué, qu'il a reconnu, puis il est revenu dessus? C'est possible. En tout cas, avec cette législation, lui va combattre tout ce qui a trait au Parti communiste. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des députés qui ont été arrêtés et tout. Quand les pleins pouvoirs arrivent, il y a Charles Porte qui va voir son préfet partir. Le 2 novembre 1940, Jean Moulin est, comme vous le savez, radié. Premier élément important, c'est que quand Jean Moulin veut partir, il y a Charles Porte qui lui dit « Moi, je vous suis ». Et Jean Moulin lui répond « Non, parce que là où vous êtes, le poste que vous occupez est utile pour lutter justement contre la collaboration. » Donc il reste en poste, et surtout, il va lui fabriquer sa première pièce d'identité. Alors, souvent, c'est pas dit, hein. Mais c'est lui qui va la faire, en collaboration avec le chef de cabinet de Jean Moulin, qui s'appelle Jean Descottes. C'est lui qui établit donc la pièce qu'on connaît, Joseph Mercier, hein, JN, Jean Moulin, on retrouve les mêmes initiales. Jean Moulin part, il y a un nouveau préfet qui arrive, il s'appelle Charles Donati. Autant vous dire, Charles Donati, c'est le jour et la nuit avec Porte, hein, avec Jean Moulin. C'est-à-dire que c'est le préfet qui a les idées de Vichy et qui va appliquer, bien sûr, strictement les décisions prises par le gouvernement de Vichy. Donc je vais vous passer toutes les enquêtes. Sachez simplement une chose, c'est qu'il est très professionnel, Charles Porte. Il est républicain,
mais professionnel, c'est-à-dire qu'il va mener ses enquêtes et il va lutter contre le marché noir de façon assez significative. Il y a une première affaire qui arrive, et là, elle va être déterminante pour beaucoup de choses dans le futur de Sharpport. Je ne sais pas si certains peut-être en ont entendu parler, c'est l'incendie de la librairie, ou la tentative d'incendie de la librairie du Bois-Mérin à Chartres. C'était une librairie allemande qui était tenue par Erich Goetz. Erich Goetz, c'était l'amant de Madame Touzeau, qui est la tondue de Chartres. Donc, si certains en ont entendu parler, voilà, la tondue de Chartres, ils ont eu un enfant ensemble, et Goetz, lui, qui n'était pas du tout nazi, il n'avait pas du tout les idées nazies, il a été envoyé sur le front, et il a été tué, et il ne connaîtra jamais son enfant. Donc, on a trois jeunes communistes qui, un dimanche matin à 6h20, entreprennent d'incendier cette librairie. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la librairie, hein, à cette heure-ci. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Ils arrivent à briser la vitrine, et il y a le rideau de défense passive qui empêche la progression de l'engin incendiaire. Donc, en gros, ça détruit 3 livres. Donc, c'est pas grand-chose. En revanche, c'était une librairie allemande. Donc là, il est porté avisé. On lui interdit de rentrer tant qu'il n'y avait pas un inspecteur de la sûreté allemande. Donc il y avait déjà 2 gendarmes qui étaient sur place. Toutes les autorités se sont déplacées, hein, alors que ce soit des autorités locales, même parisiennes, puisque le directeur du laboratoire de Paris s'est déplacé en personne pour procéder aux analyses du produit qui avait été projeté dans cette librairie. Alors, je ne dis pas la pression, hein. Déjà, elle était effectivement à droite à gauche. Pour ceux qui connaissent l'administration, bon, ils ont peut-être une petite idée, mais au bout d'une semaine, l'affaire ne sort pas. Ça traîne. Donc, Sharpport, il est convoqué par le nouveau préfet qui s'appelle Legaube. Et Legaube lui dit, c'est simple, si cette affaire ne sort pas, moi je vais prévenir la brigade spéciale. La brigade spéciale appartient aux renseignements généraux, donc à Paris, et il faisait des ravages dans la résistance. Voilà. Donc, Sharpport, qui avait commencé à établir ses contacts, avait commencé à jeter les bases de la résistance, il se dit, bon, il y a 3 livres qui sont dégradés, ça ne va pas les chercher loin. En tout cas, c'est moins grave que si la brigade spéciale arrive et qu'ils mettent à jour le début, l'embryon de mon réseau. Parce que là, on va tomber, puis je vais tomber. Bon, donc de 2 mots, il choisit le moindre et il dit on va sortir l'affaire. Alors, comment la sortir? Il n'a pas d'éléments. Il n'a pas d'éléments, mais simplement, Chartres, c'est quand même pas une grande ville, donc il y a beaucoup de bruit qui arrive aux oreilles des uns et des autres. Là, il se dit, bon, en fréquentant les cafés et tout, il obtient un renseignement qui met en avant un jeune qui s'appelle Raymond Brousse comme étant détenteur de tracts communistes. C'est-à-dire que quand il commence son enquête, il va attaquer par ce biais. C'est simplement la détention de tracts, d'affiches, etc. communistes. Là, ça suffisait à l'époque, déjà, pour avoir du solide. Donc il est entendu sur Raymond Brousse, et bon, le mensonge, c'est un élément de la défense, c'est une possibilité de se défendre, donc il ment. C'est un fin procédurier, Sharpport. Et il y a un détail qui va perdre ce jeune, c'est que Brousse, lui, est préparateur en pharmacie. Et là, il dit, s'il est préparateur en pharmacie, il a accès aux produits qui ont été utilisés pour tenter d'incendier la librairie allemande. À partir de là, il retourne faire une perquisition et, sous un appentis, il trouve effectivement des produits inflammables qui accrochent ce jeune. Et au lieu, enfin, c'est difficile à dire, mais il le reprend d'audition, il veut toujours protéger ses copains, ses 2 autres copains qui ont participé, mais il s'embrouille. Il va dire, j'ai trouvé la méthode pour confectionner l'engin incendiaire,
dans le Dorveau. Alors le Dorveau, c'est la Bible des médecins, des pharmaciens et tout ça. Seulement ça, c'était vérifiable. Et Porte, il est pas idiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie, il s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc, un mensonge une fois, deux fois, trois fois. Je ne sais pas quelle était la méthode employée. Je pense que c'était pas trop d'où à l'époque il y a les interrogatoires, mais il arrive quand même à cracher le morceau. Et là, je ne vais pas faire trop long parce que la salle va fermer, mais ça va être un enchaînement de 7 et 8 interpellations. Des interpellations, alors, ce qui est gênant, c'est pour ça qu'on peut y revenir, mais dans la relation, du rôle de la police, il y a eu ceux qui ont commis l'attentat direct, enfin la tentative d'incendie. C'est 3 jeunes. Mais l'enquête s'est étendue à d'autres qui détenaient des tracts, à d'autres qui avaient été au courant qu'un attentat allait se commettre, ou à d'autres qui ont connu l'attentat après sa commission. Donc elle a été étendue effectivement cette enquête et ça a permis d'interpeller tout un réseau communiste. Et là, bien sûr, forcément, le préfet qui lui avait la pression des Allemands, il est content, tout le monde est content. Sauf que là, il y a une bascule qui va se produire, c'est un concours de circonstances. À Paris, rue Erlanger, il y a un Allemand qui marchait avec sa femme de ménage qui est française au milieu de la rue. Il y a un cycliste qui vient par derrière, qui tire, qui tue l'Allemand. C'est à Paris, ça tombe malheureusement alors que les Chartrains sont incarcérés. Et il y a le fameux code des otages. Vous savez, Kettel, il avait dit, pour un soldat allemand tué, il est raisonnable, je reprends la terminologie, raisonnable, d'exécuter entre 50 et 100 otages. Et quand la liste est dressée, les 4 premiers sont les Chartrains. Donc, un jour, il y a des Allemands qui débarquent dans le bureau du préfet Le Gaulle et qui lui disent « Vous me préparerez 4 cercueils. » Ils n'en disent pas plus. Et Le Gaulle, qui pourtant, lui c'est un collaborateur, lui c'est un fervent collaborateur, il dit « Oui, mais qui sait? Les Allemands ne lui disent pas. » Donc, il monte à Paris, il va voir l'ambassadeur qui s'occupait de la relation avec les Allemands, Fernand de Brinon, et il essaye d'obtenir des renseignements et puis surtout d'obtenir au moins l'inexécution de cette décision. Malheureusement, il n'a pas d'informations, il retourne à Chartres, ce préfet, et il n'a rien du tout. Et pendant ce temps-là, Charles Porte, lui, est parti à Marseille pour prendre ses instructions auprès de Jean Moulin. Donc, il a ses instructions, il n'est pas au courant. Et quand il revient à Chartres, eh ben, là, il apprend qu'ils ont été exécutés. Alors, ils ont été exécutés de manière un petit peu particulière, parce que, alors, il y a des sources qui sont différentes, mais je me suis rendu sur place, et il y a une grille vers champ de tir de Chavannes, qui est un quartier d'une localité qui jouxte Chartres. Il y a une porte, et ils ont été fusillés un à un. C'est-à-dire que le dernier qui est passé, il a vu ses 3 autres copains liquidés. Ça a créé un certain émoi. Et là, quand Porte revient, alors là, il y a des témoins. Il en pleure, et il ne sait toujours pas qui c'est qui a été tué. Donc il en pleure, il va chez le préfet, et il lui dit, texto, je vous emmerde, ainsi que les Allemands. Là, à l'époque, il faut être courageux. Hein. Donc, les familles ont été averties une semaine, je crois, après l'exécution. Donc, c'est assez sordide. Donc, ça, c'est un épisode qui va complètement impacter le futur de Porte. Porte qui, depuis cette année 1942, parce que ces fêtes se passent en 1942, a une double étiquette. Et c'est paradoxal parce qu'il appartient au réseau de Manès qui s'appelle le réseau Frédéric. Donc ça c'est officiel, on trouve sa trace, il a le numéro 77.
Et parallèlement à ça, il a été nommé chef de la police économique, qui consistait à relever toutes les infractions en matière économique, ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution de la législation, mais sa compétence surtout est étendue non seulement à toutes les villes qui ont une compétence police, mais également à tous les villages et tout le département. Alors pourquoi ça l'a arrangé? Tout simplement parce qu'il pouvait se déplacer comme il voulait, avec le carburant qu'il voulait. Donc là, il a pu nouer quand même pas mal de contacts. Il faut savoir aussi, c'est qu'au commissariat, il faut se méfier du collègue qui travaille avec. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas s'il est partisan des résistants, si c'est un partisan des Allemands. Il a confiance en deux personnes, sa secrétaire, pour les Brussiers, et puis un inspecteur qui s'appelle Rousière. Et ce Rousière va l'aider justement à développer complètement un réseau de résistance qui va compter quand même dans le département jusqu'à 200 membres. Donc c'est important. À cette époque-là, il y a les premiers soupçons qui commencent à peser un peu sur lui. Il est surveillé. Il est surveillé, il le sait. Alors, d'où viennent ces soupçons? Je n'ai pas pu déterminer d'où viennent ces soupçons. En revanche, il y a un événement encore qui va compter, parce que là, il va être balancé. Il a repéré, lui, les terrains d'atterrissage. Et un soir, il y a un largage de 12 colis qui contenaient des radios. Parce qu'il a été, lui, nommé chef du BOA, Bureau des opérations aériennes. Donc c'est quand même un titre que Jean Moulin lui a donné, tout simplement parce qu'il avait sa confiance. Donc en tant que responsable, il a organisé un parachutage. Le deuxième, il n'a pas pu parce qu'il a été arrêté, mais je vais venir. Là, il y a des radios qui sont parachutées, et ces radios sont récupérées par l'un des résistants qui deviendra plus tard un maire de Chartres, qui s'appelle André Gagnon. Elles sont entreposées pour partir chez lui, et il y a d'autres radios qui partent sur Paris. Là, il y a deux résistants qui viennent récupérer les radios chez ce monsieur Gagnon. Et parmi les résistants, il y a un jeune de 20 ans qui a été retourné par la Gestapo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce jeune? Et c'est le chef du BOA national qui s'en aperçoit. Il s'en aperçoit tout simplement parce que là où il passait ce jeune, il y avait les arrestations suivaient. Donc ils ont fait le lien, et ce jeune, il a été exécuté par un autre résistant, sans autre forme de procès qu'une balle dans la tête dans une forêt qui est proche de Sceaux. Donc là, les soupçons se précisent. Il y a Gagnon, lui, qui prend la fuite, et Charles-Porte, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie absolument d'obtenir une mutation. Lui, il veut partir. Alors il veut partir, même dans des services qui sont connus comme collaborateurs. Alors pourquoi? Il ne faut pas y voir là un désir de collaboration, mais c'est tout simplement pour torpiller le système de l'intérieur. Parce qu'il y avait pas mal de policiers qui torpillaient de l'intérieur les actions des policiers eux-mêmes. Donc, Charles Porte, il sent que ça commence à chauffer pour lui. Et il y a un jour, il sort de son service, et il y a le Beau, donc le préfet, qui appelle le commissariat et qui dit il y a M. Porte qui est convoqué chez les Allemands, donc dès qu'il rentre, vous lui dites qu'il se rende immédiatement chez les Allemands. Il n'est pas fou, lui, hein. Il sait. Hein. Donc quand il rentre, il est mis au courant, heureusement, par les deux personnes avec qui il avait des atomes crochus, des affinités. C'est à peu près midi. Il logeait sur place, lui. Il plie ses bagages, il range tout, il laisse sa valise sur place quand même, pour ne pas attirer les soupçons, et il part. Il part dire au revoir à une dame qui travaillait dans un café, et qu'il avait l'habitude de fréquenter régulièrement. Cette dame,
elle va devenir sa maîtresse, elle est devenue sa maîtresse, et avant de partir, elle lui donne les coordonnées de gens qui s'appellent Hardy, mais qui n'ont pas du tout rien à voir avec Hardy. Rien à voir, hein. Aucun lien de parenté. Donc il dit au revoir à cette personne, il va dire au revoir à des amis, il part en vélo dans un petit village où la gare est moins surveillée. Parce qu'il savait bien hein, que la première des choses quand il recherchait quelqu'un, c'était d'aller à la gare. Là, il prend le train, direction gare d'Austerlitz, il va chez ces gens-là, et c'est la première fuite donc, de Charles Porte. Il va commencer, c'est pareil, hein, lui, son but c'est de poursuivre son investissement pour la résistance. Donc il va être mis en relation avec des résistants. Survient l'arrestation, l'affaire Caluire. Alors l'affaire Caluire, il y a eu des bouquins, des historiens se sont penchés dessus, moi je l'ai abordé, mais pas du tout sur le volet politique, parce que savoir s'il était communiste ou pas communiste, si les Américains l'ont lâché ou pas, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, mon métier, pendant quelques années, je l'ai pratiqué, et puis j'ai dit ce que je vais faire, je vais reprendre les constatations, je vais reprendre les auditions de Hardy, et je vais reprendre les auditions des témoins, et je vais voir ce que ça donne. J'ai réussi à reconstituer la place Castellane à l'époque, hein, telle qu'elle était, avec un nombre important de platanes qui entouraient complètement la place. Alors, je ne vais pas pouvoir tout dire, parce qu'autrement, mon livre ne sera pas forcément dans business is business. Je vais vous mettre simplement l'eau à la bouche, on verra. Hein. Donc, ça a trait à la blessure de Jean Moulin. Pardon, excusez-moi, là-dessus, de Hardy. Parce que je suis tombé sur un cliché où René Hardy monte un cliché de presse où René Hardy montrait sa blessure. Et par rapport aux positions des uns et des autres, par rapport à la configuration des lieux, par rapport aussi au sens de fuite de Hardy, eh ben je vous laisserai découvrir. Tout simplement. C'est du suspense, c'est bien. Donc Hardy, alors il a un périple qui est particulier parce que comme il est blessé, lui, il va aller à l'hôpital et dans un premier temps, il est, après s'être réfugié chez Madame Damas, il est à l'Antiquaille. Porte, lui, il est à Paris. Et à Paris, quand il apprend que son préfet a été arrêté, là, il s'écroule complètement. Tellement son lien était fort, et il avait l'intention de tuer Antoine de Graff, qui était censé être chargé de sa sécurité. Donc il est en colère, et il y a deux personnes qui vont le charger d'une mission. Donc Charles Porte rencontre Boucher-Nessorol et Pierre Meunier, qui le chargent de deux missions. Donc il y en a une urgente, c'est faire libérer Jean Moulin. Et deuxième mission importante, d'où vient la fuite. Donc à cet entretien, il y a Daniel Cordier qui assiste. Et lui, d'entrée, Daniel Cordier, il est persuadé que ce sera impossible de délivrer Jean Moulin. Et ce qui le frappe aussi, c'est que Charles Porte, avec son accent du Midi, il considère quasiment comme acquis sa libération. Et Daniel Cordier, lui, il n'y croit pas du tout. Donc il y a de l'argent qui est effectivement donné à Charles Porte pour qu'il puisse rémunérer un réseau, pour rémunérer des résistants. Il se transporte à Lyon le surlendemain, c'est-à-dire qu'on est le 23, arrestation le 21 juin, 23, il est à Lyon, donc pareil, hein, il rencontre Lucie Aubrac. Là, bon, première mission, faire évader Jean Moulin. Donc, ça c'est, ils partiront dans l'ivresse, hein, le livre de Lucie Aubrac. Vous connaissez la prison Montluc? Bon, vous avez ce qui s'appelle maintenant
boulevard des Merles, c'était l'avenue des Hirondelles. Là, il remarque un bac à sable, il vide le sable, et il y a Lucie Aubrac qui se met dedans parce qu'il voulait voir quels étaient les mouvements effectués entre Montluc et puis Ertelot, l'école de santé. Mais seulement au mois de juin, le soleil il est haut et il est pleine face. Ça fait que impossible de voir. Mais néanmoins, elle retient, Lucie Aubrac, que l'escorte des prisonniers est très légère. Et ce qui va permettre de monter l'opération qui a permis de délivrer son mari, Raymond Aubrac, 3 mois plus tard. 3 mois et quelques plus tard. Lucie Aubrac, elle a reconnu que l'idée de la libération de Raymond Aubrac, c'est Charles Porte qui l'a donnée. Donc, là, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont envisagées. L'attaque de Montluc, il y a les camarades du réseau ferré de la SNCF qui sont sollicités pour aviser de tout départ en direction de Paris. Mais ça a échappé complètement. Toutes les hypothèses qui ont été envisagées par Porte échouent complètement. Elles échouent complètement. Et donc en juin, comme vous le savez, hein, comme tout le monde le sait, Jean Moulin est décédé. Concernant cette fois l'enquête sur la fuite de Hardy, très tôt, il y a des soupçons qui pèsent sur Hardy. Et la police est au courant de tout ça. Et il y a le chef des renseignements généraux qui demande au service de sûreté lyonnais de bien vouloir faire un compte-rendu sur l'affaire de Caluire. Le compte-rendu, quand on le lit, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais il n'y a que ça qui est interpellé. Et en plus, dans les interpellés, il n'y a pas Jacques Martel. Donc, c'est une pièce qui est officielle, qui ne vaut pas grand-chose, alors que la première pièce officielle, c'est le rapport qu'établit Charles Porte pour Londres. Tous les renseignements qui ont été repris par le CNR pour transmettre à Londres. C'est lui qui amène tous ces éléments. Donc, c'est un gars qui est courageux parce qu'il a sa carte de police toujours. Et pour s'assurer que Hardy est bien à l'anticaille, il va se servir de sa carte, mais il ne va pas pouvoir l'atteindre. Et entre-temps, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Hardy et ils le mettent à la Croix-Rousse, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc, ils envisagent plusieurs choses, dont l'enlèvement de Madame Damas. Et là, c'est rocambolesque parce que il est dans une voiture volée avec l'oncle d'Antoine de Graff. Ils enlèvent Madame Damas, ils la conduisent au Bois Noir à Villeurbanne. Là, ils sont passés pour des policiers allemands, ça ne marche pas. Elle ne balance rien du tout. Ils ne peuvent pas la séquestrer parce qu'ils n'ont pas la structure. Donc, ils la libèrent. C'est un flop. Alors, là aussi, c'est pareil, l'histoire, elle est un petit peu compliquée parce que c'est une cible quand même, Hardy. Mais néanmoins, il y a Claude Bourdet qui charge un nommé Hervé Thierry de retrouver Hardy et de le faire évader. Donc il faut savoir que c'est le même mouvement, c'est combat, c'est résistance faire, donc c'était surtout pour qu'il parte. Et il est mis au vert par Bénouville qui est le seul à avoir eu connaissance de l'affaire, de l'interpellation de Hardy au mois de juin, suite à l'affaire du général de Lestrin qui a été balancée. Donc, et au cours de cette opération, c'est Barbie lui-même qui est monté récupérer Hardy. Donc, Hardy, c'était quand même un objectif, et Bourdet a dit, il faut qu'il se mette au vert, il faut qu'il disparaisse complètement de la circulation. Il part à Solignac, mais pour le retrouver, Charles Porte, il a mis du temps, puisqu'il a mis plus d'1 mois pour retrouver sa trace à Solignac. Quand il arrive à Solignac, il est avec un copain à lui, il a dit,
tu ne poses pas de questions, c'est moi qui mène l'interrogatoire, et c'est tout. Toi, tu observes. Okay, et comme Bourdet avait envoyé Hardy, il y en a un autre qui est chargé aussi d'appuyer son entourage, c'est ce fameux Hervé Thierry, qui part, non pas, contrairement à ce qui a été dit au procès, ça je vais en parler, faut que je regarde, mais pour justement cautionner le fait qu'Hardy était innocent. Donc, en gros, je vais la faire courte, c'est que Porte ne peut à peine poser des questions tant il parle, Hardy. C'est un bavard. Il parle, il est nerveux, il tremble, il fume cigarette sur cigarette. Ça, Porte, lui, le voit, il l'observe, il va le consigner par écrit, il va faire un rapport. Ce rapport qui a été transmis au CNR. Mais seulement, lui, c'est pas ce qu'il voulait simplement une déclaration avec une signature, ce qui aurait attesté effectivement de certains éléments. Là, Porte, il dit, c'est lui le coupable. C'est lui le coupable. Parce qu'il a ce comportement-là et c'est pas normal. Donc, dans le train qui ramène Porte à Paris, c'est tout retranscrit et le rapport intégral se trouve dans ce livre-là. Donc l'affaire Jean Moulin, lui, Jean Moulin, il a disparu, mais il ne sait pas Porte ce qu'il est devenu, il n'y est plus, en tout cas il n'est plus sur Lyon. L'enquête, elle est consignée dans ce fameux rapport, et lui va reprendre une vie parisienne qui est faite de réseaux de résistance et tout. Sauf qu'entre-temps, il y a des parachutistes qui sont tombés dans les environs de la banlieue parisienne, qui ont été rapatriés sur Chartres, tout simplement pour être dans le réseau de ceux qui s'occupaient des exfiltrations. Et là, à qui on demande d'aller chercher 2 aviateurs, un américain et un anglais, Charles Porte. Donc, il se transporte sur place et il évacue les deux aviateurs dans une petite maison qu'il a louée à Joinville. Voilà, ces aviateurs vont pouvoir regagner ultérieurement leur patrie, donc tout se passera bien pour eux. Autre phase importante, c'est qu'étant dans la résistance, étant policier, il rentre en contact avec le groupe Honneur de la Police. Honneur de la Police, c'est le plus gros mouvement de résistance de la police parisienne, de la préfecture de police parisienne. C'est une fusion entre les résistants de la PJ, de la police judiciaire, et des renseignements généraux. Voilà. Ils ont fusionné. Et donc, il y a un noyau qui se dessine, un noyau assez fort, qui est dirigé par Edmond Duban. Edmond Duban qui a établi un document de la plus haute importance, à savoir qu'il a noté de 1 à 7 le maximum de fonctionnaires de police, tout grade confondu, pour savoir quelle était leur fiabilité. Donc ça partait de traîtres jusqu'à résistants, voilà, il y avait cette échelle-là. Et c'était très structuré parce que à chaque brigade, il y avait un responsable et au-dessus aussi, les informations remontaient et il a pu établir, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il a noté le nombre de commissaires collaborateurs, le nombre d'inspecteurs collaborateurs, le nombre de gardiens de la paix. Proportionnellement, bien sûr, c'est les commissaires, hein. Proportionnellement, c'est les commissaires qui, forcément, quand on est plus proche des décisions, on est obligé d'appliquer. Donc, il entreprend surtout d'attenter à la rue Lauriston. Le 93 de la rue Lauriston, vous le savez, hein, c'est Bonny et puis Chamberlain, Lafont, son pseudonyme. Et eux, ils ont un massacre indescriptible dans la résistance. Hein. Et pour tout dire, eux, dans leur bande, il y avait des gens qui avaient des mandats d'arrêt, qui étaient recherchés parce qu'ils avaient commis des meurtres et tout. Et ces gens-là se permettaient d'aller dans les commissariats pour arrêter des policiers. Voilà. Donc ils faisaient la terreur. Je crois qu'ils sont allés à Chalon-sur-Saône parce qu'un commissaire de police avait mis de côté des objets qu'il n'aurait pas dû. Et ils ont été dans le commissariat et ils l'ont frappé. Le personnel et tout. Donc ils n'avaient pas beaucoup de limites. Hein. Donc Porte et ce monsieur Duban, ce commissaire Duban, entreprennent effectivement de commettre un attentat contre la rue Lauriston. La veille de l'attentat,
ils ont une réunion pour mettre au point cet attentat. Donc c'est 18h. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est Place du Châtelet, c'est la brasserie Zimmer, qui existe toujours, et on voit une plaque, voilà, qui porte les noms des fonctionnaires. Edmond Duban, lui, il a connaissance que la réunion est balancée. Il n'y participe pas, mais il a connaissance. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se rend d'urgence à la brasserie Zimmer, et c'est au 3e sous-sol, la réunion, et il dit, la réunion est balancée, il faut partir. Et quand il arrive, ils sont tous habillés, ils sont prêts à partir. Et la souricière, elle est efficace, puisqu'au même moment, les Allemands arrivent, et là, ils raflent tout le monde. Donc, porté dedans. Voilà, Edmond Duban est dedans. Et alors là, il y a un épisode qui est douloureux, parce qu'il y a des perquisitions qui sont faites, mais ce n'est pas des perquisitions comme on les connaît maintenant. Hein, c'était beaucoup plus brutal, parce que l'outre-Rhénan est brutal à l'époque. Hein. Quand ils vont perquisitionner chez M. Duban, il a un petit de 3 ans. Et ils veulent obtenir le fameux document de classification des policiers. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement prendre le gamin par les pieds et ils vont le frapper contre le mur. Bon, alors, vous pourrez, si vous faites des recherches là-dessus, vous pourrez lire qu'il est resté paralysé, le petit. Mais j'ai eu le fils de ce petit garçon, donc le petit-fils d'Edmond Duban. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Et il m'a dit, non, mon père n'est pas resté paralysé, par contre, il a perdu un rein. Et là, c'est pareil, il y a le chef de service d'Edmond Duban, c'était un ingénieur, il a refusé une voiture pour accompagner le petit à l'hôpital. Il a fait couper la ligne téléphonique du commissaire. Donc ils n'avaient plus de pension, rien du tout, ça a été abject. Voilà, ils partent donc d'un côté, il y a tout ce groupe de résistants, sauf porte, et je ne sais pas pourquoi, ils partent en direction de l'Allemagne, et ils arrivent à s'évader, sauf un Edmond Duban, qui dans la nuit, il souffre des pieds, et dit non, moi je reste dans le wagon. Je reste dans le wagon, je saute pas avec vous. Il y a eu un blessé quand même assez sérieux, parce que c'est dans la nuit. Le train il est lancé dans la rase campagne à vive allure, et forcément la réception n'était pas évidente. De son côté porte, il est torturé. Bon, il y a des dents qui sont cassées, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir, il ne peut pas boire. Le problème se pose de savoir s'il a parlé. Il y en a qui disent que oui, je pense aussi. Je pense aussi pourquoi, parce que dès le lendemain, il y a des arrestations, notamment sur une réunion, il y a des arrestations qui se produisent. De là à dire, à condamner son attitude, forcément, quand on n'y est pas passé, quand on peut discuter tranquillement dans une salle, on peut dire c'est affreux, c'est horrible, je ne l'aurais pas fait, mais voilà. En tout cas, il va être déporté et il fait 4 camps de concentration: Buchenwald, Auschwitz, Halberstadt et Langenstein. Voilà. Il va rester quand même prisonnier pendant 1 an, presque un an et demi. Là, il retrouve des communistes. Et lui, il ne veut surtout pas que sa fonction apparaisse, parce que les communistes considèrent que les policiers ont participé à l'arrestation des leurs. Donc, il ne le dit pas. Lui, il dit, moi, je travaillais, mais je mettais du temps pour travailler. Moi, j'opposais toute mon inertie. Et il y avait, alors, l'Arbeitsstatistik, j'ai découvert, l'Arbeitsstatistik, c'est un service où il y avait des Français qui étaient chargés de répartir leurs compatriotes suivant les tâches. C'est-à-dire que quand on était dans un bureau, on était un peu plus planqué que ceux qui allaient aux tâches dans les usines de Malachite et tout ça. À la tête de ce mouvement, il y avait Marcel Paul. Marcel Paul, c'est un communiste qui est devenu ministre de Charles de Gaulle. Donc, ici, lui, il est tabassé un jour, parce qu'il ne travaille pas bien, pas vite, etc. Il est tabassé par les communistes et il ne doit son salut qu'à l'intervention de copains. Bref, les Américains arrivent, ils réussissent à récupérer Charles Porte,
qui avait perdu 45 kilos. Il était mourant sur un tas de cadavres. Ils réussissent quand même à l'extraire, à l'amener à l'hôpital, il est soigné, rapatrié en France. Et là, en France, quand il rentre, il va chez ses amis les Hardy. Et là, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend simplement qu'il y a une ouverture d'information contre lui pour l'affaire de Chartres, pour les fusiller. Donc c'est atteinte à la sûreté de l'État et puis intelligence avec l'ennemi. Voilà, les deux jets. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, seconde fuite. Et cette fois, au lieu d'être recherché par la police qui collabore, il est recherché par la police républicaine. Donc avec la justice républicaine. Donc il va partir et pendant ce temps-là, il y a des commissions d'épuration qui se réunissent. Il va y en avoir 5. Il va y en avoir 5 entre 1945 et 1946 et 1951. La justice, elle le recherche activement, mais ne va jamais l'avoir. Il va réussir pendant 6 ans à ne pas être interpellé par la police. Il est fort, hein. Alors, il faut dire qu'il a des faux papiers aussi sur lui, parce qu'il est en fou. C'est un faussaire hors norme. Et c'est un rusé. Parce que, quand il était à Chartres, un jour, il y a un gardien de la paix qui s'en va à la retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui pique son nom, il lui pique son prénom, il se fait une fausse carte d'identité, et hop, c'est bon. Un de ses copains aussi, qui était directeur des nouvelles galeries, je me trompe, des nouvelles galeries de Chartres, à son insu, il lui prend son nom, il lui prend son prénom, hop, et il fait une pièce d'identité. Voilà. Donc, ça lui a permis aussi de s'en tirer à multiples reprises. Mais néanmoins, il y a quand même 2 dates qui sont importantes, je vais essayer d'abréger. Les procès Hardy. Les procès Hardy, le premier 47, le second 50. En 47, le rapport de Porte, il n'apparaît pas officiellement, on ne sait pas. Il faut dire que Hardy est défendu par Maître Garçon, c'est une sommité dans le monde des avocats. Et c'est Laure Moulin qui avait ce rapport dans son sac, elle le sort pour le président, et Garçon, qu'est-ce qu'il dit? Il sort du sac d'une dame. Forcément, c'était la sœur de Jean Moulin, elle s'en est offusquée, qu'il y a eu un accident de séance, et voilà, tout ça. Mais est-ce que ça aurait changé le cours d'histoire? Ça se peut. Ça se peut parce que c'est titré dans le journal de l'Aurore de l'époque. Où est Charles Porte? On le recherche et on le dit mort, mais lui il se planque. Et en fait, il a assisté alors je ne sais pas combien de fois, mais au moins une fois. Parce que le fameux Hervé Thierry qui a assisté à l'interrogatoire de Hardy, lui, il était pour Hardy. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Charles Porte n'a jamais mis en cause Hardy. Il le considère comme innocent. Donc les garçons, Maître Garçon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, au moins là, vous avez un témoin vivant de la scène qui dit qu'il est innocent, alors que là, on a un rapport qui n'est même pas signé, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas où est l'auteur et tout. Voilà, ça s'est joué aussi là-dessus. Il y aurait pu avoir un changement de cours de l'histoire avec le rapport, ça personne ne le saura. Ce qui est plus embêtant, et il y a eu une suspicion, à savoir qu'on a dit, oui mais si Charles Porte est poursuivi par la justice, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il témoigne. Et Raymond Aubrac, il avait pigé ça. Et il a essayé de retrouver Charles Porte. Il a eu des difficultés, il l'a rencontré. Bon, Raymond Aubrac était communiste, hein, ils se rencontrent. Et Charles Porte lui explique. Il dit, moi, c'est simple. Si je me présente, je peux être arrêté, ça c'est au mieux. Et au pire, je peux être exécuté par les communistes. Donc je ne peux pas me présenter à l'audience. Je n'irai pas à l'audience. Donc là, il comprend Raymond Aubrac. Et il se rend vraiment à l'évidence. Il dit oui, vous ne pouvez pas effectivement vous présenter, mais il nous remet quand même une lettre qui est adressée au président de la juridiction. Et là, dans sa lettre, il confirme les termes de son rapport. Donc c'est clair, c'est net, il confirme. Et c'est toujours pareil, il n'est pas là. Donc quelqu'un qui témoigne sans être présent, on ne peut pas lui poser des questions, il y a un doute, bien sûr. Donc, Hardy est acquitté. Le premier procès, il est acquitté sous les vivats de la foule, parce que c'est politique.
Deuxième procès, là c'est plus embêtant. Deuxième procès, il est de 50. Or, en 49, la justice a rendu un non-lieu contre et abandonne les poursuites contre Porte. Mais lui, il ne le sait pas. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il l'a su 2 ans après, c'est-à-dire en 51, alors que le procès était passé. Est-ce qu'il y a eu la volonté de ne pas l'informer? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que les services de police, de justice, n'ont pas gratté plus que ça pour trouver son adresse et pour lui notifier que toute poursuite était abandonnée. Voilà, s'il l'avait su en 49, il aurait certainement pu aller au procès de 50 et peut-être, il y aurait eu une modification du cours de l'histoire, en tout cas hardi, comme vous le savez, sentir, sous les applaudissements nourris de la foule qui était à l'audience. Donc, ça passe pas auprès de Porte. Il écrit à ses amis, il écrit à Laure Moulin. Il est dévasté, il se confie à Laure Moulin. Il rejette la faute, en fait, sur la société, sur ceux qui n'ont pas fait grand-chose pendant la guerre, mais qui ont été récompensés à l'issue de la guerre. Et lui, il était en fuite. Donc, ça passe pas du tout. Donc, en 51, il est élargi. Il demande effectivement une copie, hein, quand même, il est pas fou, hein, pour bien attester que la justice ne le poursuit pas, et il est réintégré dans la police. Donc il est réintégré en 51, sachant qu'il est parti en 43, 42, 42, donc suffisamment de temps quand même pour avoir une coupure énorme dans son activité. Il est affecté à Melun. Et à Melun, dans cette période-là, comme pas mal d'endroits en France, il y a des contestations syndicales, des revendications syndicales. Et à nouveau, il se trouve confronté aux communistes. Et il y a des manifestations, ils veulent envahir la préfecture. Porte, lui, il ne se défile pas, hein, il est devant les gardiens. Hein, il est devant les gardiens. Et dans la manifestation, il y a un pavé qui vole, et il tombe sur le commissaire des renseignements généraux. Alors, il faut savoir que les renseignements généraux ne sont pas là pour le maintien de l'ordre, ils sont simplement là pour renseigner. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit c'est bien fait. Parce que, venant de la base, ayant été gardien de la paix, il ne supporte pas les commissaires, il ne supporte pas ses collègues. Et ça a été noté plusieurs fois dans ses notations de fin d'année. Il est avec les gardiens, il est avec les inspecteurs, mais alors ses collègues, pas de bon rapport. Il arrive à nouveau un incident, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation et un car de l'armée américaine, un camion de l'armée américaine passe dans la ville de Melun. Il y a un communiste qui s'accroche au marchepied, il tient la main une masse et il veut briser le pare-brise du camion américain. Le chauffeur, qui s'appelle Zerfo, c'est un caporal, c'est un jeune, il est pris de panique. Et là, il fonce, il en casse le mur, et surtout, il tue l'ouvrier communiste. Forcément, la CGT, l'assassinat, voilà, les gros titres de l'humanité. Et donc, c'est dans un contexte-là que tous les grands pontes du Parti communiste, dont Gaston Rousseau, font des déplacements à Melun pour les obsèques de l'ouvrier qui s'appelle Gadois. Ça va aller comme ça d'incident en incident jusqu'à l'Assemblée nationale, où le député dénonce quand même Porte comme ayant été un collaborateur. Et le ministre répond, il y a eu une épuration dans la police, ceux qui sont restés il y a un peu de doute sur eux. Voilà, donc vous voyez, depuis le début de la guerre jusqu'à l'après-guerre, il y a un souci effectivement avec les communistes. Sa carrière s'achève en 1960 et quelques, hein, vous lirez le livre. Vous lirez le livre, c'est marqué. Et là, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début? Il aimait les bateaux, il aimait
aller sur le Vieux-Port, voir le large, voir ses bateaux, et lui, il va en construire un. Il va construire un voilier, 13 mètres de long. Et il va le faire avec qui? Avec des gardiens de son commissariat. Et il va le mouiller là-bas, il va s'en servir de domicile. Et quand il va partir à la retraite, forcément, il prend la direction de Saint-Raphaël, il prend la direction du sud. En 82, il meurt. Voilà, il meurt. Il a eu une fille. Cette fille a eu elle-même une fille que j'ai retrouvée, que j'ai vue à Marseille et qui a mis à disposition toutes les photographies qui se trouvent dans l'ouvrage. Donc elle m'a dit, pourtant elle avait 19 ans à cette époque-là, et elle m'a dit, c'est vrai que j'ai pas parlé trop de cette époque. Quand on est jeune, on n'est pas forcément intéressé par ce que disaient les anciens. Donc voilà. Charles Porte, c'est quelqu'un qui était un artiste, il a peint, et il a fait un jeu d'échecs avec les figures d'Hitler, de Churchill, des Miradors. C'est quelqu'un qui était formidable. Voilà. Morgane, je te remercie pour la vidéo. Est-ce que par rapport au livre que tu as vu des éléments importants qui m'auraient échappé? Non. Avant de laisser la salle, bien sûr, s'exprimer. Si tu veux que j'intervienne. C'était pas lui qui préparait. Non, j'ai été l'un des premiers à faire un retour. Et c'est vrai qu'on retrouve ton côté policier, parce que dans toute l'écriture, dans tout le long du livre, on découvre, on le dit comme si c'était une enquête, du début jusqu'à la fin. Et ce qui est passionnant, c'est que ça change des autres livres qu'on a l'habitude de lire sur Jean Moulin et sur l'histoire de Jean Moulin et tout ce qui touche la résistance, et on rentre vraiment dans le dur. Et comme je t'ai dit, moi si je résumerais ce livre, c'est que la vengeance, elle se mange comme un plat froid pendant la guerre. Et les communistes ont eu, même s'ils ont beaucoup aidé, il y a quand même une page sombre sur le côté politique, sur ce que tu disais. Et Charles Porte a été l'un des premiers à le vivre, et dans l'ombre, et puis dans la lumière. Et il a quand même eu une petite revanche, puisqu'il a été mis en lumière grâce à ton écriture. En tout cas, le livre est passionnant et vraiment, je vous conseille de le lire, parce que c'est un long travail, ça fait très longtemps que tu travailles dessus, et j'attendais avec impatience, parce qu'on en parle depuis 10 ans, j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience de le lire, et vraiment bravo à toi, parce que c'est vraiment un super boulot, un très bel hommage que tu rends à cet homme que peu de personnes connaissent dans l'histoire de la résistance. Bravo. Merci. On parlait tout à l'heure des gens de l'ombre. Il y en a un que je voudrais citer, que je ne connaissais pas, mais je ne suis pas un spécialiste du tout d'histoire. C'est celui quand même qui a été à l'origine de la réunion du CNR, la réunion qui a propulsé Jean Moulin à la tête de tous les réseaux de résistance. Il s'appelle Pierre Kahn. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un professeur de philosophie de Montluçon qui lui avait ses entrées dans quasiment tous les grands mouvements de résistance. Et c'est lui qui a œuvré complètement dans l'ombre également pour faire cette réunion, cette fameuse réunion rue du Four, où Charles Porte était là pour assurer la sécurité. Voilà, je vais me taire pour vous laisser aussi la parole et puis répondre à vos questions, bien sûr dans la limite de mes connaissances. Oui, monsieur. Oui, monsieur, félicitations pour votre exposé. Vous avez parlé de la part d'ombre de la police nationale sous l'occupation. Est-ce que vous êtes capable de faire un pourcentage de policiers qui étaient plutôt côté pétinistes et de ceux qui étaient dans la résistance? Est-ce qu'on a une idée de la volumétrie? Merci. Bon. Merci pour votre question, très intéressante, bien sûr. Il y a un chiffre moi, qui m'a marqué. Il y a eu 25 000 médailles de la résistance qui ont été distribuées après la libération. Parmi ces 25 000, il y en a 1100 uniquement pour la police nationale, ce qui représente un gros quota quand même par rapport à tout le reste. Donc les policiers, il y en a eu beaucoup de résistants, peut-être beaucoup plus sur la fin qu'au début. On peut remettre en cause leur implication. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que dans les dossiers des fonctionnaires qui ont été résistants, tous
ont des notations qui chutent à partir de 41-42. C'est-à-dire qu'ils se sont détachés de la mission. Ils font autre chose. Autre chose, c'est la résistance. Mais c'est vrai qu'ils étaient embarqués dans des interpellations et ils étaient obligés de suivre. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions? N'hésitez pas, nous avons encore 10 minutes. Non, c'est vrai. Si vous avez inspiré. Non. Ah non, Mais non, il a parce fait- que si je dis j'ai tout dit, Ah oui, on a hâte de lire le livre. pardon, On a hâte de lire le livre. c'est gentil. Alors, légalement, je ne peux pas vendre ici, parce qu'on est dans l'enceinte de la mairie. Alors, ce que vous pouvez faire, et je fais à la dédicace aussi, mais différer, vous laissez simplement vos coordonnées. Là, il y a deux dames qui vont s'occuper de récupérer vos coordonnées. Je vous joindrai ultérieurement, je vous ferai la dédicace et je vous transmettrai le livre. Oui, monsieur, madame, pardon. Excusez-moi. Non. Toutes les bonnes livres. Toutes les librairies de France. Oui, alors si vous allez à la FNAC Bellecour, ils ont des exemplaires. Si vous allez à la Part-Dieu, ils les commandent. Je pensais à la FNAC. Bellecour. Alors normalement, si ça ne s'est pas vendu, parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout, mais ils en avaient en tout cas. Il y a deux sites en a, deux sites Bellecour. D'autres questions? Alors ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est quand même délicat parce que bon, on se dit toujours, mais ils n'auraient pas dû collaborer. Bon, c'est pas facile parce que quand on a une famille à nourrir, est-ce qu'on peut plaquer son poste comme ça, dire ben voilà, moi j'ai mes idéaux et je plaque tout, ma famille, on verra comment on la nourrit. C'est difficile. Madame, vous avez une question, non? Non? Ah, j'ai cru que vous me faisiez signe, excusez-moi. Moi, j'ai une question, Pascal. Si. Concernant l'arrestation de Caluire, par rapport aux autres réunions qui se passaient toujours bien, comment se fait-il que celle-ci, la préparation, est foirée? Et comment se fait-il que Charles Porte, il était dans une situation très compliquée, mais que personne n'ait pris l'importance de cette réunion et qu'il s'est passé ce qui s'est passé? Simplement, cette réunion, elle s'inscrit dans le cadre du remplacement du général de Lestrin à la tête de l'armée secrète. Ça s'est fait en urgence parce que l'arrestation ne s'est pas connue tout de suite. Donc ça a été décalé. Dès qu'ils l'ont su, ça a été l'urgence pour organiser une réunion. Et ensuite, organiser une réunion, ok, mais où il y avait effectivement un point de chute qui a servi. Malheureusement, le monsieur chez qui ça aurait pu se faire était professeur et il a été appelé pour les épreuves du bac à Paris. Donc il y avait le docteur David et puis le docteur Dugoujon. Au dernier moment, bon, le docteur Dugoujon, le dimanche, lui donne son accord et effectivement, cette réunion a eu lieu là-bas. Alors, Porte, où il n'était pas du tout à Vichy, il était sur Paris pendant que Jean Moulin était sur Lyon. Habituellement, alors il faut voir si c'est à chaque fois, mais de manière générale, il s'assurait toujours d'une sortie de secours. Voilà. C'est ainsi que quand il passe son dernier week-end de la Pentecôte à Trévoux, il s'assure bien qu'il pourra s'enfuir si jamais les Allemands arrivaient. Et là, c'était dans l'urgence. Et ça a été le piège. En fait, cette réunion, si Charles Porte, c'est pour ça qu'il était en colère quand il est venu sur Lyon, parce que si il avait su ça, il serait venu. Et vu la situation de la maison qui est sur la hauteur, hein, qui tient le haut, tient le bas, il serait pu, même à très peu de résistants, tenir effectivement la sécurité, bien sûr. Mais bon, l'histoire ne se réécrit pas, mais il y a pas mal d'éléments qui sont toujours contenus dans le livre, qui permettent de dire qu'il y a un concours de circonstances extraordinaire jusqu'au procès. Il y a des pièces manquantes quand même, hein. Enfin, pièces manquantes.
je ne sais pas. Il y a deux choses moi, qui m'ont interpellé. C'est d'abord, alors, on parle de constatation dans le métier. C'est peut-être pas des constatations, mais quand Charles Porte arrive effectivement à Caluire, il n'a pas tous les éléments. Parce qu'autrement, s'il avait su où s'était réfugié Hardy dans le fossé, en attendant que les Allemands partent, il aurait vu s'il avait été blessé ou pas à ce moment-là. Il y aurait eu des traces de sang, il y aurait eu un suivi. Ça, on ne le sait pas. Ensuite, la cour d'assises à Haute. Non, c'est pas la cour d'assises, zut. C'est le tribunal qui ne s'est jamais transporté sur place pour une reconstitution. C'est étonnant parce qu'il n'y a jamais eu de reconstitution finalement dans cette affaire. Alors qu'Hardy était là, alors que les témoins étaient là, il y avait tout. Et là, ça aurait été criant. Et il se serait aperçu de ce que je décris. Voilà. Oui, madame. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque sur un point que je n'avais pas, dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent. C'est le fait que les communications n'étaient pas aussi immédiates que maintenant. Et comment réagir et interréagir quand on n'a pas les éléments au temps et en heure. Ça donne du palpitant à votre présentation. Elle n'en ait pas besoin, mais cette notion m'a accompagnée. Oui. Vous l'avez souligné au début. Alors, pour illustrer ce que vous dites, moi j'ai été étonné de voir, j'ai plus la date, mais à un moment donné, dans les journaux à Chartres, longtemps après, on ne sait toujours pas ce qui est devenu Jean Moulin. Il n'y a pas de communication. Voilà. C'est quand, ouais. On ne sait pas ce qui est devenu. C'est terrible ça. C'est terrible. Et je précise juste que Charles Porte a été envoyé à Saint-Andiol pour aviser justement de l'arrestation, pas du décès, l'arrestation de Jean Moulin. Voilà. Parce que la cousine Sabatier, elle était au courant, Pierre Meunier l'avait mise au courant, et lui, il a été chargé de prévenir Laure Moulin et sa mère. Mais ça, il y a eu du temps. Il y a eu du temps. Effectivement, c'était pas comme maintenant. D'autres questions? Oui? C'était quoi vos sources pour rédiger cette page? Alors, elles ont été diverses. Il y a la presse, et puis il y a toutes les archives. Parce qu'en France, on a une chance extraordinaire, c'est de tout conserver. Donc, on trouve aux archives départementales, aux archives de la police, aux archives municipales, que ce soit sur Marseille, que ce soit sur Fontainebleau, que ce soit sur Paris, sur Chartres. Donc, il y a quand même une richesse de documentation qui est appréciable quand on fait ce genre de recherche. D'autres questions? J'ai une question sur l'enquête, parce que sur les communistes qui brûlent la librairie. Oui. Je ne sais pas que je veux défendre les communistes, mais est-ce qu'on n'aurait pas évité une manipulation de la résistance pour faire porter le chapeau à des gens et ensuite les désigner pour les mettre sur un... Non, il n'y a aucun élément qui apparaît à ce niveau-là. Non. Mais est-ce qu'on est formel? Oui. Après, on trouve des produits, mais tu sais bien comme moi qu'on peut fabriquer pas mal de choses. Non. Non. Non, non. Parce que tout a été avoué après, il n'y a rien eu. C'était des jeux, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas l'esprit tordu pour dire, tiens, on va... Du reste, ils reconnaissent et ça n'a pas été manipulé du tout. Donc, dans ma deuxième partie de question, donc les 50 exécutés, est-ce que ce sont que des... Non, pas 50 exécutés. Hein. Il y en a eu 4 à Chartres. Après, les autres, je ne sais pas s'il y en a eu 50. Il y en avait 50 qui devaient... Non, c'est le décret qui disait que raisonnablement, si un Allemand était tué, il était raisonnable de fusiller, de tuer 50 otages On ou n'a 100. pas ciblé que des communistes, simplement pour... C'était des otages, c'était ceux qui se trouvaient dans les prisons. Il y avait plusieurs types, pas forcément que des communistes d'ailleurs. Oui, c'était un panel très diversifié. D'autres questions? Oui. Ah, madame. C'est un petit peu, enfin, c'est de l'époque tracée, mais c'est une précision que j'aimerais avoir parce que ce sont des choses que j'ai entendues parce que je suis très vieille. Et alors, quel était exactement le rôle de la milice? Parce que j'ai entendu parler de jeunes du quartier qui ont été exécutés en criant «
Vive la France. Ça m'avait beaucoup marqué, parce que c'était déjà une politique à côté de chez nous. Alors, mais qui était-il? Est-ce que c'était des communistes? Est-ce que c'était des résistants? Non. La milice? Non. C'était des purs collaborateurs. C'était. Alors, vous savez que la milice était surnommée la police supplétive. C'était la milice de Darnan. C'était Darnan. Donc, et eux, c'est pareil. Ils arrêtaient les communistes, ils arrêtaient les résistants, quels qu'ils soient. Ah oui, oui, les gars aussi. Mais c'était, en fait, c'était la police supplétive. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir entendu ces réflexions. Oui. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés de chemin. Ah oui, oui, ils se sont enthousiasmés. Ouais. C'est un choix. Merci. Monsieur, vous avez une question? Oui, monsieur. Je reviens sur le pouvoir de la presse dont madame a parlé tout à l'heure. Mais comment se fait-il? Alors, c'est une période que je n'ai pas bien connue. Je m'en plus d'ailleurs. Merci. Comment se fait-il que la presse ne soit pas emparée du sujet de l'arrestation de Jean Moulin pour faire de la propagande Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mutisme de la presse, puisque l'arrestation et son décès n'ont pas été communiqués. Comment se fait-il que la presse n'ait pas joué son rôle d'agitateur? La presse s'est efforcée de collaborer. Il y en a qui. Le Progrès s'est sabordé, par exemple, pour ne pas collaborer. Donc, la presse qui est restée, elle était obligée d'aller dans le sens du vent. Hein. Elle était obligée d'aller dans le sens du vent. Et l'omerta, justement, sur l'arrestation, quelque part, que ça ne soit pas diffusé dans la presse, vous expliquez comment? C'était sous contrôle des Allemands. Encore une fois, donc. Et donc, il y avait donc, légitimité pour tenir sous secret donc, cette arrestation, bien entendu. Il n'y avait pas forcément le secret. Ils savaient qu'elle n'allait pas être couverte. Hein. De toute façon, les organes de presse n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait. Parce que quand on reprend les exactions des Allemands, ne serait-ce qu'à Lyon, ils s'en passaient tous les jours, des attentats et tout, mais tout n'était pas relaté dans la presse qui collaborait quand même. Vous voyez? Donc, c'était une arrestation très très importante et capitale pour la résistance, parce que là, elle a pris un sacré coup. Mais seulement, bon, ça faisait partie du lot des méfaits des Allemands et leurs collaborateurs.